Nous sommes le vendredi 27 janvier. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition dont voici les principaux titres. Interpellés par les députés, jeudi, des membres du gouvernement rwandais ont affirmé une nouvelle fois qu'un avion de chasse de la RDC a violé l'espace aérien rwandais mardi. Le chef de la diplomatie rwandaise dénonce une provocation de plus de la part de la RDC. On en parle dans cette édition. Drame au Nigeria, mercredi, une bombe a frappé un groupe d'éleveurs dans le centre du pays. L'explosion a fait au moins 40 morts selon les autorités. Un précédent bilan faisait état de 27 victimes. L'origine de cette frappe pour le moment inconnue, mais certains éleveurs dénoncent une frappe de l'armée. En Ukraine, plusieurs régions du pays ont été visées jeudi par une cinquantaine de missiles russes, tuant 11 civils et faisant une dizaine de blessés. Pour les autorités ukrainiennes, Moscou visait des installations énergétiques. Les détails dans ce journal. Je vous le disais en titre, la tension entre la RDC et le Rwanda est montée d'un cran mardi après que Kigali ait pris pour cible un avion de chasse congolais qu'il accuse d'avoir violé son espace aérien. Interpellés par des députés rwandais, des membres du gouvernement sont revenus sur cet incident jeudi devant l'Assemblée nationale et ont déclaré que les frappes qui ont visé l'avion congolais n'étaient qu'un avertissement. Mathieu Nicolas. Dans un jeu de questions-réponses au Parlement rwandais, des membres du gouvernement sont venus donner leur version sur le dernier incident survenu entre leur pays et la RDC. L'incident diplomatique remonte au 25 janvier lorsqu'un avion de chasse congolais a été touché par un tir de la défense aérienne rwandaise. Un avion de chasse a survolé l'espace aérien rwandais depuis la RDC à 3 reprises. La défense rwandaise lui a récemment tiré dessus et il est retourné en RDC à Goma. Le Sukhoi 25 qui a été touché, le voici, posé sur le tarmac de l'aéroport de Goma. Les pilotes ont frôlé le pire. Dans la foulée de cet incident, Kinshasa a rejeté toutes les accusations de survol de l'espace aérien rwandais. Le gouvernement congolais parle d'une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Le Rwanda, de son côté, parle d'un acte de défense. Argument réaffirmé devant le Parlement rwandais par le vice-président du pays. Il y a un jeu auquel nous jouions quand nous étions enfants, qui nous évitait d'enfreindre les règles parce que quand on le fait, on est puni. Donc ce que nous avons fait pour la RDC, c'est pareil. Nous voulions faire plus, mais c'était un avertissement. Un avertissement qui empoisonne davantage les relations déjà exécrables entre les deux pays. Kigali voit dans le survol de son territoire des manœuvres destinées à l'entraîner dans la guerre, ce que dément la RDC. Pour tenter d'apaiser les tensions, le Qatar se pose en médiateur et tenterait d'organiser une rencontre entre les présidents du Rwanda et de la RDC. Au Nigeria, une explosion dont on ignore pour le moment l'origine a fait une quarantaine de morts selon les autorités. Un précédent bilan faisait état de 27 victimes. La frappe a visé un groupe d'éleveurs dans le centre du pays. Certains parmi eux dénoncent une frappe de l'armée. Explication, Soukaina Skali. Indignation et incompréhension à Nasawara au Nigeria. 2 jours plus tôt, une quarantaine d'éleveurs ont trouvé la mort après qu'une bombe ait explosé. Un chiffre revu à la hausse puisque mercredi, les autorités faisaient état de 27 morts et de nombreux blessés. Nous avons pu les apaiser et nous avons décidé d'aborder cette question avec le gouvernement fédéral. Et nous essayons également de programmer une réunion où certains des dirigeants de Miyetti Allah auront l'occasion de rencontrer certains des chefs de la sécurité à Abuja dans le but de trouver une solution durable à ce qui se passe. Au moment de l'attaque, les éleveurs et leurs troupeaux se trouvaient dans le village de Rukubi, à la frontière entre l'état de Nasawara et celui de Benue. Même si aucune explication officielle n'a été fournie pour le moment, les explications du gouverneur de Nasawara pourraient corroborer la thèse de la bavure. Nous avons eu un incident hier où un drone, nous avons la confirmation que c'est un drone,
est venu bombarder une zone où des peuls qui étaient allés chercher leur bétail dans l'état de Benue ont été bombardés. Nous avons maintenant autour de 40 personnes qui ont été tuées au cours de cette attaque. La police nigériane, de son côté, fait mention de violences communautaires dans la région. Une association d'éleveurs de bétail évoque de son côté une attaque aérienne de l'armée et appelle à une enquête approfondie. Un chef du groupe État islamique identifié comme Bilal al-Soudani et environ 10 personnes liées à l'organisation terroriste ont été tuées mercredi dans un raid américain en Somalie. Annonce faite hier par le Pentagone qui se félicite de cette opération. Selon le secrétaire à la Défense, ce cadre de l'EI était chargé d'encourager la présence croissante du groupe État islamique en Afrique et de financer ses opérations dans le monde, y compris en Afghanistan. Au lendemain de l'annonce du retrait des troupes françaises au Burkina Faso, un vent de satisfaction plane sur le pays. Conformément à la demande des autorités burkinabées, les soldats quitteront le Burkina dans un délai d'1 mois. Dans ce contexte, la France a rappelé son ambassadeur au Burkina Faso pour, je cite, « mener des consultations ». Fin de citation. Mathieu Nicolas. Unanime. À Ouagadougou, la majorité des habitants interrogés sont en phase avec le retrait annoncé des troupes françaises du Burkina. Certaines personnes, comme Sabine, jugent qu'un État qui se dit souverain doit être capable de se défendre lui-même. La présence des bases militaires françaises au Burkina Faso viole sa souveraineté. Allant dans ce sens-là, c'est un devoir que nous ayons revendiqué son départ et qu'aujourd'hui ce soit effectif. Issouf est du même avis. Le Burkina n'a en aucun cas besoin de Paris d'un point de vue sécuritaire. Les troupes burkinabées peuvent se passer selon lui de la présence militaire française. Parce que vu la détermination de notre armée actuelle et puis le nombre vraiment élevé des VDP que le gouvernement a recruté vraiment, nous pensons que le départ de l'armée française, ça ne va pas poser problème à notre pays. Un discours dans la même veine que celui que tiennent ces derniers jours les autorités burkinabées. Lundi, le porte-parole du gouvernement du Burkina avait justifié la demande de départ des troupes françaises par la nécessité pour les Burkinabés de mourir pour leur propre pays. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. Mais d'autres, à l'image d'Ibrahim, sont plus sceptiques. Depuis l'annonce du départ des troupes françaises, ils se demandent si la France ne pourrait pas jouer un rôle d'appui au Burkina dans la lutte contre le djihadisme. Nous, on est en guerre. Les guerres là n'est pas encore finies. Si on pouvait laisser, si la guerre est finie avec les terroristes, après maintenant on peut décider que France part. Mais pour le moment, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que la guerre est finie? Est-ce que nous seuls on peut gérer avec les terroristes là, sans armée française? Mais le souhait d'Ibrahim est désormais loin de la réalité. Jeudi, le ministère français des Affaires étrangères a rappelé son ambassadeur au Burkina Faso afin de mener des consultations au lendemain de l'annonce du départ du pays des forces spéciales françaises d'ici 1 mois. Dans les usages diplomatiques, un tel rappel pour consultation signale un mécontentement avec le pays, voire une crise diplomatique. Et ce départ des 400 éléments de la force spéciale française au Burkina Faso provoque des inquiétudes à Abidjan. Et pour cause, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent près de 500 km de frontières. Les autorités ivoiriennes craignent une pression sur leurs frontières dans un contexte de montée du djihadisme dans la sous-région. On reste toujours au Burkina Faso. Au cours du mois, une quarantaine de taxes couvrant pratiquement tous les aspects du quotidien est entrée en vigueur dans le pays.
Parmi la quarantaine de taxes, celles relatives aux boissons alcoolisées, sucrées ou encore énergisantes. Comment les Burkinabés ont-ils accueilli cette nouvelle disposition qui a entraîné une hausse des prix de ces produits sur le marché? Notre correspondant local, Edem Aebla, a tenté de le savoir. Les taxes sur les boissons et cigarettes sont revues à la hausse selon la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2023. Les autorités de la transition ont décidé depuis le 1er janvier 2023 de taxer conséquemment les boissons très alcoolisées et ou énergisantes. Des taxations qui provoquent des inquiétudes chez les Burkinabés. Quelque chose qu'on vendait à 600, si vont augmenter ça, par exemple à 800, soit à 1000 francs comme ça, je ne sais pas dans quelle situation on va se trouver maintenant. Les gens buvaient vers de 10 000, 15 000, ils ne peuvent plus boire ça. C'est devenu de 2 500, 3 000 en un an, ils peuvent payer. Il y a le vin même peut prendre, ça va atteindre 6 mois, personne ne vient pas pour payer, parce que c'est cher. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie burkinabé qui, je suis désolé, c'est tout comme si nous allons vivre une crise financière qui va se traduire par une crise économique, laquelle crise économique va se traduire par une crise sociale, laquelle crise sociale, si rien n'est fait, pourrait être ressentie au niveau politique, déjà que nous souffrons assez. Cette augmentation des taxes sur les boissons et les cigarettes est diversement appréciée, mais suscite de différentes interrogations. Si c'est peut-être les produits de première nécessité, je peux comprendre. Voilà, les denrées, première nécessité, huile et autres la bosse. Ça, c'est pas simple. Mais si c'est côté boisson, bon, et puis nos engins et autres, bon, pour moi, je pense que c'est pas aussi grave. Hein. Si c'est quand même pour combler un vide quelque part, bon, surtout côté insécurité, moi, vraiment, je suis partant. Voilà. C'est une manière quand même de collecter des fonds, mais maintenant que ça soit un peu transparent. Nous sommes dans l'attente pour avoir plus d'amples informations. Mais nous pensons que ces mesures ne vont pas toucher les produits que nous commercialisons. Bon, hormis les liqueurs et les vins. Face à cette situation, le directeur général des impôts a animé une conférence de presse le mercredi 11 janvier 2023 afin de lever les coins du voile. Quand vous prenez les boissons alcoolisées, le taux d'alcoolisation n'est pas le même pour toutes les boissons. Donc on a catégorisé et puis on a réajusté les taux en fonction de la teneur, par exemple, des alcools. Et pour les boissons non alcoolisées, vous constaterez avec nous sur le marché que nous avons ce qu'on appelle les boissons énergisantes, nous avons un certain nombre. Donc ce n'est pas la même chose. Donc là aussi on a catégorisé un peu, voilà, pour rehausser. En plus de lutter contre la prolifération des boissons nuisibles à la santé des populations, cette initiative, selon la Direction générale des impôts, contribuera également à l'effort de guerre. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso mercredi. Porteur d'un message verbal du président rwandais Paul Kagame, Vincent Biruta a évoqué devant la presse la situation de tension qui prévaut entre le Rwanda et la RDC. Louis-Marcel Satou pour le point. Une délégation rwandaise conduite par le ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta a conféré avec le président de la République Denis Sassou Nguesso. Porteur d'un message verbal du président Paul Kagame à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, le diplomate rwandais a déclaré que les relations bilatérales entre le Congo et le Rwanda sont au beau fixe. Il existe des accords de coopération dans plusieurs domaines entre la République du Rwanda et la République du Congo. Dans plusieurs domaines, dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, dans d'autres domaines du commerce et des investissements. Et on n'a pas fait une revue complète de tout ça parce que ça c'était notre cadre, mais les relations de coopération existantes entre le Congo et le Rwanda sont excellentes. Le moment venu, on va nous rencontrer pour faire le point de tous les projets en cours d'exécution. Nous faisons du bon travail ensemble dans plusieurs secteurs et nous sommes disposés aussi à travailler sur d'autres secteurs pour l'intérêt commun de nos populations respectives. L'occasion tout indiquée pour le ministre rwandais des Affaires étrangères d'informer le chef de l'État de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC.
Il y a eu des problèmes dans nos relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et le Rwanda a été accusé à plusieurs reprises d'être impliqué dans ce conflit. Et de fait, oui, nous avons des groupes armés qui sont composés de Rwandais qui sont basés à l'est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années et qui, de temps à autre, quand ils en ont l'occasion, viennent déstabiliser le Rwanda. Et mon audience avec son Excellence le Président de la République du Congo a été aussi une occasion pour lui demander sa contribution. C'est un sage du continent. À moins de 6 mois de la fin de son mandat, Yvonne Aki Sawyer, l'actuelle maire de Freetown, la capitale sierra-léonaise, fait le bilan de ses actions à la tête de la ville. Même si les réformes qu'elle a implémentées pendant son mandat ont provoqué des démêlés avec le gouvernement, beaucoup voient en cette brillante figure formée en Angleterre une étoile montante de la vie politique nationale. On l'écoute. Mon mandat s'achève dans à peu près 6 mois et je suis déterminée à ce que tout ce que j'ai commencé soit terminé pour qu'il y ait moins de risques de perturbation. Si, pour une raison ou une autre, je ne devrais pas retourner au siège, bien que je l'espère, non, disons-le autrement, j'en ai l'intention. Environ 8 millions de Tunisiens sont attendus aux urnes dimanche pour élire un nouveau parlement au pouvoir limité par le président Kais Saied. Après le fiasco du premier tour de ces législatives marqué par une abstention record de plus de 88% en décembre, ce second tour sonne comme un nouveau test pour le pouvoir Saied. Je vous propose d'écouter quelques Tunisiens. Je vais aller voter, oui. Je vais choisir l'intérêt du pays. Je vais voter pour celui qui est capable de servir l'intérêt général du pays. J'ai bien l'intention de voter, oui, sauf si je tombe malade, pour que les conditions changent. Comme je l'ai dit, je veux retrouver du café, du sucre. Où est le sucre? Où est le café? Où est le thé? Où est l'huile? Non, je n'irai pas voter parce que j'habite loin, à Bir El Kassa. Et puis, je ne peux plus faire confiance à personne. Je ne voterai pour personne. Non, je n'ai pas l'intention de voter. C'est de pire en pire, avec ces gens qui ne pensent qu'à leur propre intérêt et jamais au nôtre. À présent, le reste de l'actualité réalisée par Suilas Bahi et Noël Ndonga. Au Nigeria, les centres de délivrance de cartes d'électeurs sont pris d'assaut quelques jours avant la date limite fixée à ce lundi 29 janvier, déjà repoussée de 2 semaines par la commission électorale. Cependant, des milliers de Nigérians attendent toujours que leur carte soit disponible. La commission électorale a fait savoir qu'environ 6 millions de Nigérians n'avaient pas encore retiré leur carte. Le 25 février, les électeurs devront désigner le successeur du président, Muhammadu Buhari, qui ne peut pas se représenter après 2 mandats. Le gouvernement péruvien a ordonné l'intervention de la police et de l'armée pour dégager les barrages routiers dressés à travers le pays par les manifestants qui réclament la démission de la présidente Dina Boluarte. Ces barrages entraînent des pénuries de produits de base et de carburant et font grimper les prix selon le gouvernement. Le Pérou est en proie à une grave crise politique depuis la destitution et l'arrestation le 7 décembre du président socialiste Pedro Castillo, accusé de tentative de coup d'État. 46 morts sont à déplorer depuis le début des affrontements entre forces de sécurité et manifestants pro-Castillon qui exigent la démission de Dina Boluarte et des élections immédiates. Aux États-Unis, 5 policiers ont été inculpés et incarcérés jeudi 26 janvier pour le meurtre de Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans, 3 jours après son arrestation. Ils sont visés par plusieurs chefs d'inculpation, dont meurtre, coups et blessures ou encore enlèvement, d'après le registre de la prison du comté de Shelby, près de Memphis, dans le sud des États-Unis. D'autres policiers font encore l'objet d'une enquête. Tyre Nichols a été arrêté le 7 janvier pour une infraction routière. Il s'était plaint d'avoir du mal à respirer lors de son interpellation. Le président américain Joe Biden a lancé un appel au calme, malgré une colère compréhensible, mais une violence jamais acceptable, et a réclamé une enquête rapide, complète et transparente.
La mobilisation dans le secteur de l'énergie contre le projet de réforme des retraites se poursuit ce vendredi après de nouvelles baisses de production électrique. Ces baisses n'affectent pas le grand public. Les salariés du secteur de l'énergie se sont mobilisés jeudi dans les centrales nucléaires, les raffineries, les ports et les docks pour un tour de chauffe avant la journée nationale de mobilisation et d'action interprofessionnelle du 31 janvier contre la réforme des retraites. Pas moins de 50 missiles ont été tirés jeudi par la Russie à partir d'avions, de bateaux et de sous-marins sur plusieurs villes ukrainiennes. Une slave de missiles qui aurait causé la mort de 11 civils et blessé 11 autres personnes. Pour les autorités ukrainiennes, Moscou visait des installations énergétiques. Le point sur les dernières informations avec Souila Sbaye. Le bruit des détonations se fait à nouveau entendre en Ukraine. Plus de 50 missiles russes ont visé le pays ce jeudi. La moitié des tirs ont été lancés sur la capitale. Bilan, 11 morts et 11 blessés. Ces frappes massives russes interviennent au lendemain de l'annonce allemande d'autoriser la fourniture à l'Ukraine des chars Léopard. 14 au total qui devraient être livrés d'ici mars. La formation des forces ukrainiennes sur le char Marder va bientôt commencer à Münster, d'après mes informations, déjà dans les prochains jours jusqu'à fin janvier. Et pour les soldats ukrainiens qui seront formés sur le Léopard, ce sera un peu plus tard. En tout cas, pour les Léopards, comme je l'ai dit, l'objectif est d'avoir la première compagnie en Ukraine d'ici fin mars, début avril. Je ne peux pas le dire au jour près. Un peu plus tôt, l'armée ukrainienne a rapporté avoir abattu 47 des 55 missiles russes tirés, mais aussi avoir abattu près de 24 drones kamikazes de fabrication iranienne lancés par la Russie dans la nuit. Mercredi, au moment de l'annonce de la livraison prochaine des chars Léopard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu à remercier les autorités allemandes pour l'aide apportée dans ce contexte d'extrême tension. Chars de combat allemands, élargissement des missions de soutien à la défense et de formation, feu vert aux partenaires pour la fourniture d'armes similaires. Jeudi, le Kremlin a annoncé l'engagement direct des Occidentaux dans le conflit en Ukraine. Faux, répondent les Européens. Plusieurs chancelleries occidentales ont insisté sur le caractère défensif de ces chars, une manière de désamorcer la colère de Moscou. Pour finir cette édition, je vous propose quelques images du défilé haute couture printemps-été 2023 du styliste camerounais Iman Aïssi. Il est l'un des rares Africains qui fait partie du cercle très fermé de la haute couture occidentale. Je vous laisse plutôt admirer ces images. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour l'édition du soir avec Soukaina Skali. Au revoir.